Donc, bonsoir à tous. Écoutez, bienvenue. Je vais juste faire un petit mot d'introduction pour vous souhaiter la bienvenue, vous présenter en quelques phrases, en fait, sur Sarah, mais je vais la laisser se présenter elle-même, en fait, au niveau de son parcours, dans la présentation que je vais vous faire ce soir, les diapositives qu'elle va utiliser. Moi, juste vous dire, bon, vous savez, pour ceux et celles qui ne me connaissaient pas encore, je suis Éric Simard, je suis un doctorat en biologie, je suis un chercheur dans le domaine du vieillissement, j'ai écrit 4 livres avec 11 autres professionnels de la santé. Je suis à l'origine, je suis président de l'entreprise Idon Technologies, qui fait de la recherche de pointe dans le domaine du vieillissement, qui a créé la ligne de produits Vitoli. Et je suis à l'origine aussi justement de la création du blog de Vitoli, qui regroupe maintenant plus de 20 professionnels et thérapeutes, dont en fait Sarah fait partie. C'est la première fois ce soir, en fait, à l'intérieur des conférences grand public qu'on donne, qu'on a justement un collaborateur, une collaboratrice du blog qui va donner une conférence. Je trouve que c'est une excellente idée. Juste pour vous donner une idée, le blog regroupe des professionnels de tous les horizons dans le but d'amener de l'information sur l'ensemble de toutes les facettes des saines habitudes de vie. Pour vous donner une idée, là, outre ce que vous allez entendre ce soir sur l'activité physique d'une spécialiste de son domaine, on a 5 pharmaciens au blog, 2 médecins, 2 psychologues, même un dentiste, un docteur en kinésiologie. On a même un cuisinier, en fait, spécialisé en cuisine internationale qui fait des recettes sur toutes sortes de sujets, en fait. Donc, c'est très varié. Je vous invite à en prendre connaissance. Le blog de Vitoli, c'est gratuit. Il y a beaucoup d'informations de très haut niveau. Ça fait que ceci dit, je vais laisser la parole, en fait, à Sarah qui va vous donner la conférence. Je vous invite à prendre en note vos questions. À la fin de la conférence, on va rester disponible, en fait, pour répondre à vos questions. C'est toujours un grand plaisir. Et bien sûr, j'aimerais souhaiter la bienvenue à M. Gobeil. En fait, Sarah, on a un de mes grands-oncles qui est avec nous en ligne. Donc, un frère de mon grand-père. Ah, wow! Oui. Qui me suit religieusement. En fait, je suis toujours très content de l'avoir en ligne avec nous. Donc, merci, Manon Corel. C'est un grand plaisir que vous soyez là. Donc, Sarah, je te laisse la parole. Parfait. Donc, si on peut juste partager l'écran. Ah, je ne t'ai pas activé, excuse-moi. Ça reste, ça. Ah oui, t'as peu, c'est pas là. Désolé, j'oublie tout le temps aussi qu'il faut aller pour permettre aux panélistes. Donc maintenant, ça devrait fonctionner. Parfait. Super. Donc, bonsoir tout le monde. Je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui pour parler du cercle vicieux de l'inactivité. Donc, merci de l'introduction, Éric. Donc, on en a parlé un peu tantôt, mais je suis bachelière en intervention sportive, des études que j'ai faites à l'Université Laval. Puis ensuite, après mon baccalauréat, je me suis beaucoup intéressée à la biomécanique des mouvements, aux blessures sportives. J'ai décidé d'aller faire ma technique en physiothérapie. Alors oui, je suis retournée au cégep suite à mon baccalauréat. Et j'ai vraiment, je pensais vraiment aller au niveau des athlètes. Et je me suis vraiment trouvé une passion pour la clientèle gériatrique, donc la clientèle plus âgée, parce que je trouvais que ça venait vraiment chercher le côté fonctionnel des choses. Et lorsque une personne perd certaines capacités, lorsqu'elle commence à être un peu plus âgée, bien, d'y redonner ces capacités-là, on a un impact directement sur son autonomie et c'est vraiment valorisant comme travail. Donc, suite à mes études, il y a eu 3 centres qui sont ouverts en Montérégie. Moi, je viens de la Rive-Sud, donc j'étais contente de pouvoir revenir dans mon patelin. Et il était en pleine ouverture, alors j'ai en fait la gestion et l'ouverture des 3 départements de physiothérapie pour ces 3 CHSLD-là. Et pour chaque CHSLD, il y avait 70 résidents. Donc moi, je travaillais 1 à 2 journées par place. Et là, je me rendais compte que j'étais beaucoup plus dans l'évaluation et la réévaluation. Je faisais quelques recommandations au personnel soignant, mais c'est un peu les limites de qu'est-ce que je pouvais faire. Et je voyais juste, malheureusement que les personnes commençaient à perdre l'autonomie tranquillement parce que je n'étais pas capable de faire du 1 à 1 comme j'aurais voulu. J'avais aussi des familles qui arrivaient un peu en détresse avec leurs parents, me disant, bien, voyons, mon père, il m'achève là 5, 6 mois. On était en attente des services, mais malheureusement, la perte d'autonomie n'est pas numéro 1 sur les listes de priorité à domicile et malheureusement, on doit le placer. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose à faire en amont de ça.
Alors, en 2016, j'ai fondé l'entreprise Physiothérapie S-Mobile. Donc, c'est des services directement au domicile des gens. Donc, pour agir sur la prévention et essayer de réduire la perte d'autonomie pour garder les gens à domicile le plus longtemps possible. Aussi, on va se déplacer en résidence et en CHSLD parce que notre mission, ma vision, la façon que je vois les choses, c'est que peu importe notre âge, notre diagnostic ou notre lieu de résidence, on a le droit d'atteindre notre plein potentiel à nous, peu importe c'est quoi notre degré d'autonomie. Donc, à travers ça, oui, on offrait des services, mais c'était tout du 1 à 1. Alors, ma sœur Priscilla, qui est présente avec nous ce soir, est venue comme copropriétaire, a commencé à faire du marketing pour qu'on se fasse connaître de plus en plus. Et elle avait aussi la même vision que moi. Et on s'est dit, pourquoi pas commencer à offrir nos connaissances, offrir des conférences, offrir des formations pour justement venir chercher notre objectif qui était de faire de la prévention et de garder les gens actifs le plus longtemps possible avec la meilleure qualité de vie possible. Donc, commençons, on va aller dans le vif du sujet. Saviez-vous que d'ici 2030, le nombre de personnes de 65 ans et plus va représenter plus que le quart de notre population, alors qu'en 2013, c'était le 6e. Et les études tendent à dire que d'ici 2050, ça va être plus du tiers de la population qui va être de 65 ans et plus. Et ça, le vieillissement de la population va vraiment avoir des enjeux très importants au niveau politique, économique et sociaux. Et ça, cette conférence que je vous donne aujourd'hui, je l'ai préparée, ça fait à peu près 3 ans que je la donne. Et à l'époque, j'essayais d'expliquer à quel point que notre système de santé était déjà un peu essoufflé, que justement, les gens étaient en attente beaucoup à la maison, en attente de services lorsqu'il y avait une perte d'autonomie ou qu'il y avait une blessure ou quoi que ce soit. Et je trouve que donc, dans la dernière année, avec la pandémie, ça c'est vraiment, toutes les gens ont vraiment vu malheureusement un peu de quoi qu'il y a de l'air notre système de santé et que les gens commencent déjà à être essoufflés. Donc, imaginez-vous l'impact que ça va avoir d'ici les 10 prochaines années quand notre population vieillissante va être maintenant le quart de notre population et quelques années plus tard, plus que le tiers de notre population. Donc, c'est des enjeux très importants politiques, économiques et sociaux. Donc, si vous voulez comprendre un peu notre système de santé actuel, notre système de santé est beaucoup axé sur du curatif. Donc, on va chez le médecin lorsqu'on a un problème. Donc, si on a une fracture de hanche, on va rentrer à l'hôpital. Les gens vont faire notre chirurgie. On va retourner soit à la maison ou en résidence. On va avoir un peu de réadaptation pour justement reprendre un peu nos capacités. Et ensuite de ça, une fois qu'on est fonctionnel, ben, on continue notre petit bout de chemin, même si on n'est pas à 100%. Le problème là-dedans, c'est que le problème, ce n'était pas la fracture de hanche. C'était pourquoi qu'il est tombé puis qu'il s'est fracturé la hanche. Ça fait 2 ans qu'il tombe de plus en plus régulièrement dans sa maison. Ça fait 2 ans que, justement, il commence à avoir des petits troubles de mémoire. Donc, notre système, on prend le problème immédiat, on le guérit, mais le suivi par la suite, malheureusement, est inexistant. Ensuite de ça, si on regarde aussi notre système de santé, donc on a peu de subventions pour tout ce qui est les programmes de santé préventifs. On a peu de ressources aussi allouées pour la prévention et la perte d'autonomie. Comme je vous ai dit, si on regarde les listes d'attente au CLSC pour des soins à domicile, la perte d'autonomie, malheureusement, est vraiment dans les dernières priorités. On a eu quelques statistiques, il y a des régions que ça peut aller jusqu'à 1 an pour avoir des services, mais quelqu'un qui est déjà en perte d'autonomie, 1 an, souvent, il est déjà trop tard. Donc, la personne, à ce moment-là, malheureusement, peut se retrouver relocalisée ou avec des séquelles importantes qu'elle va traîner avec elle. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors là, je commence ma conférence, tout est noir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais j'aimerais vous remercier parce que déjà d'être ici aujourd'hui et de vous informer, vous avez déjà 75% de la partie de gagner. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la conférence que je vais vous offrir va vous offrir les informations et les outils pour pouvoir justement déceler s'il y a des petites pertes d'autonomie qui commencent, puis aussi comprendre pourquoi l'activité physique est si importante.
Puis, on va vous donner des outils aussi à la fin pour pouvoir justement bénéficier d'une belle qualité de vie le plus longtemps possible. Donc, encore une fois, merci d'être ici à la conférence aujourd'hui. Donc, si on reparle de la personne de 60 ans et plus, OK? Donc, il faut regarder le niveau de fragilité. Donc, on parle beaucoup en physiothérapie, c'est quoi son niveau de fragilité? Donc, la personne au centre de nos interventions, si c'est une personne qui a peu de facteurs de risque, OK? Donc, ça veut dire que c'est une personne que son niveau de fragilité est très bas. Donc, elle se retrouve au-dessus de la ligne rouge, elle se retrouve autonome. Une personne qui va avoir plus de facteurs de risque va déjà se rapprocher de la limite du seuil de l'état de dépendance, OK? Donc, va avoir un niveau de fragilité élevé. Ces deux personnes-là vont quand même évoluer de façon autonome. La différence entre les deux, c'est lorsqu'un événement X va se produire, bien, la personne qui avait peu de facteurs de risque et donc qui n'était pas fragile, oui, va perdre un peu d'autonomie et va être un peu dépendante pendant un certain moment, mais à cause qu'elle n'était pas très fragile, puis justement, elle avait des facteurs qui bonifiaient un peu ses capacités, elle va tranquillement reprendre son chemin vers l'autonomie. Un niveau de fragilité très bas, donc une personne avec plusieurs facteurs de risque, ce qui va arriver, c'est qu'elle va évoluer de façon autonome jusqu'à ce que le facteur X arrive, donc l'événement X, et là, elle va perdre l'autonomie. Et contrairement à l'autre personne, donc elle a déjà des facteurs qui jouent contre elle, donc en plus de ça, on rajoute un autre événement plus important, les probabilités sont que cette personne va se retrouver en état de dépendance non autonome, et ce, à long terme. Donc, on va regarder ça, ces facteurs de fragilité-là, ces facteurs de risque ensemble. Donc, on prend la personne de 60 ans et plus, la personne âgée, vraiment au milieu. Donc, il y a des facteurs qui sont propres à elle. Il y a des facteurs qu'elle ne peut pas changer, comme son âge. Donc, l'âge, on a un processus naturel de vieillissement. Ça va avoir un impact sur notre corps, sur notre cerveau. OK? On peut parler aussi de l'éducation. Donc, est-ce que la personne a fait des plus grandes études? Est-ce que la personne va aller s'informer, va aller à des conférences comme aujourd'hui? Ou est-ce que, justement, c'est quelqu'un qui, justement, peut-être lit moins ou s'informe moins? Sa nutrition, est-ce que c'est quelqu'un qui prend soin de son corps, qui mange bien, qui s'assure d'avoir tous les nutriments pour garder son corps en santé? Ensuite de ça, on regarde la maladie. Donc, est-ce que quelqu'un a déjà un diagnostic? Ça, c'est un autre facteur qui peut affecter notre fragilité, notre niveau de fragilité. Donc, ça peut être chronique ou aigu. Donc, ça peut être la maladie comme de Parkinson, sclérose en plaques, l'hypertension ou aiguë. Donc, elle a eu une blessure, mais ça se règle. Ensuite de ça, on veut regarder l'environnement de la personne, son lieu de résidence. Est-ce qu'elle habite loin en région, loin des services, ou elle habite dans une métropole où elle a des services de plusieurs professionnels? Ensuite de ça, on peut regarder aussi son revenu. Donc, quelqu'un qui va avoir moins d'argent, malheureusement, va peut-être attendre après le système de santé pour pouvoir avoir les services. Et comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt, des fois, les listes d'attente peuvent être très longues et à ce moment-là, il y a des conséquences qui peuvent s'installer à long terme versus quelqu'un qui peut-être a un meilleur revenu et peut se payer en attendant peut-être les services du CLSC, peut se payer justement les services d'un professionnel de la santé au privé pour pallier justement l'attente avec les services au public. Ensuite, d'autres facteurs sont la condition physique. Donc, est-ce que je suis en forme? Est-ce que j'ai une bonne force au niveau des jambes ou je commence déjà à sentir un peu de faiblesse? Est-ce que mon équilibre est bon? Est-ce que je dois utiliser un aide technique à la marche comme une canne? Ou est-ce qu'il n'y a pas de problème? Moi, je suis capable d'aller marcher, courir en sentier, puis ça va bien. Mon endurance aussi, est-ce que je suis juste capable de marcher dans la maison? Ou, bon, moi, il n'y a pas de problème, je suis capable d'aller faire des tours de quartier. Et finalement, le facteur de fragilité, le plus important, je ne l'ai pas gardé en dernier pour rien, c'est le côté social. Donc, est-ce que j'ai du support de ma famille? Est-ce que j'ai des gens autour de moi qui viennent me voir, qui, eux autres aussi, sont capables de voir, il me semble que maman en a perdu un petit peu, ou si tu veux, je peux t'aider, je peux t'amener à ton rendez-vous, des choses comme ça.
et l'isolement aussi. Est-ce que je suis quelqu'un qui sort faire des activités ou malheureusement, je reste beaucoup à la maison et à ce moment-là, il y a d'autres choses qui peuvent arriver. Donc, tous ces facteurs-là vont avoir un impact sur notre niveau de fragilité. Et si notre niveau de fragilité, comme j'ai expliqué tantôt, est élevé, bien, le risque, lorsqu'il arrive quelque chose, je tombe en perte d'autonomie et malheureusement que je reste en situation de dépendance est beaucoup plus grand que quelqu'un qui, justement, a peu de facteurs de fragilité, donc un niveau de fragilité très bas, que lorsqu'un événement X va arriver, ben oui, il va avoir une perte d'autonomie, mais il va être capable de la récupérer parce qu'il y a des bons facteurs, il y a des bonnes choses autour de lui qui le soutiennent. Il y a plusieurs facteurs là-dedans qu'on ne peut pas avoir un impact. Donc, l'âge, bon, je serais millionnaire aujourd'hui si j'étais capable de diminuer votre âge ou avoir un remède pour ça. La maladie aussi. Donc, on ne peut pas guérir le Parkinson, mais on peut avoir un impact sur les différents symptômes qui entourent la maladie. Donc, il y a des facteurs qu'on peut changer, il y a des facteurs qu'on peut améliorer, mais il y a des facteurs, malheureusement, qui sont vraiment propres à nous, que justement, qui sont là pour rester. Je vous donne un exemple vraiment concret. Donc, on a 2 personnes qui sont affectées par la maladie de Parkinson. Ils sont pareils, ils sont au même stade. Okay? Notre première personne en bleu, c'est une personne qui est active, qui bouge, qui fait attention à ses facteurs de risque, donc qui s'assure qu'il s'alimente bien, qui s'assure d'avoir de l'aide d'un professionnel de la santé s'il se rend compte qu'il commence à avoir des troubles d'équilibre, qui a joint un groupe qui l'informe sur les différents symptômes de la maladie et qui assiste à certaines conférences par rapport à la maladie de Parkinson. Donc, il touche vraiment à beaucoup de facteurs de risque, il s'assure d'en avoir le moins possible. Et de l'autre côté, on a une personne avec le Parkinson, encore au même niveau, mais qui est moins active, qui fait moins attention aux différents facteurs qui l'entourent. Donc, on voit déjà que la personne en bleu, oui, est autonome, puis elle évolue relativement de façon stable. Et l'autre personne, avec le Parkinson, la même chose, qui malheureusement a beaucoup plus de facteurs autour de lui et qui est inactif, évolue déjà tranquillement vers notre courbe, notre ligne d'état de dépendance de perte d'autonomie. Et là, pour une raison X, chute à la maison, fracture de hanche. Alors là, c'est sûr, les 2 personnes vont se retrouver en état de dépendance. C'est sûr, on s'en va à l'hôpital, on a une fracture de hanche, on doit avoir une chirurgie. La personne qui avait le Parkinson et qui avait déjà une belle routine, qui était déjà active, qui avait déjà des ressources autour d'elle pour s'occuper d'elle, ce qui va arriver, c'est qu'elle va être dépendante à l'hôpital pendant quelques semaines, puis va retourner à la maison et tranquillement va remonter pour arriver quasiment à la même hauteur qu'elle était pré-chute. Donc, elle va reprendre tranquillement ses capacités. Versus la personne qui était déjà inactive, qui ne faisait pas attention à ses facteurs de fragilité, donc qui était très fragile déjà d'emblée. Mais là, malheureusement, elle rentre à l'hôpital et là, elle a tous les facteurs déjà contre elle et elle n'est pas habituée, elle n'a pas déjà une bonne routine, donc malheureusement, peut se retrouver en état de dépendance et même tranquillement commencer une perte d'autonomie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour adresser ces facteurs-là? Donc, la meilleure chose à faire pour prévenir la fragilité, c'est d'adopter des saines habitudes de vie. Donc, on prend tous les facteurs qu'on a vus qu'on peut changer et plusieurs choses se retrouvent justement dans les saines habitudes de vie. Donc, bouger à l'extérieur, donc aller faire justement de la marche en santé, aller jardiner pour justement travailler des terrains inégaux, bien manger. Donc, des fois, lorsqu'on vieillit, on a un appétit beaucoup plus petit. Donc, j'ai beaucoup de gens qui me disent souvent qu'ils n'ont pas faim. Il n'y a pas de problème, mais on veut juste s'assurer que les nutriments qui rentrent dans notre corps soient assez pour justement bien nourrir nos muscles, nos articulations et nous garder une bonne énergie. Donc, à ce moment-là, c'est facile de consulter une nutritionniste, lui dire un peu c'est quoi les portions qu'on est capable de manger dans une journée et elle va faire en sorte que les portions que vous avez sont le plus nutritives possible. On veut aussi continuer nos sorties avec nos amis. Le côté social est tellement important.
Moi, quand les gens viennent me voir, là, ils ne viennent pas me dire « Sarah, je veux marcher 25 mètres ». Non, c'est « Sarah, j'aimerais vraiment ça, pouvoir continuer à sortir au restaurant avec mes enfants ». Mais ça veut dire qu'il doit descendre, monter des escaliers. Ça veut dire qu'il doit marcher jusqu'à la voiture. Ça veut dire qu'il faut au moins qu'il fasse un transfert à la voiture. Ça veut dire au moins qu'il faut qu'il reste debout pendant une certaine période de temps pour pouvoir continuer son activité. Aussi, si on a des pertes de capacité au niveau force, au niveau équilibre, au niveau endurance, une bonne façon de pallier à ça, c'est de faire venir un professionnel de la santé pour pouvoir nous habituer, pour pouvoir justement revenir à un certain degré d'autonomie ou justement pallier pour ces pertes de force-là. Et ensuite de ça, reprendre nos activités une fois que ces pertes-là sont réglées. Donc, ces saines habitudes de vie-là vont vraiment avoir un impact sur notre degré de fragilité. Et vraiment, encore une fois, le but, c'est, oui, il y a plein de facteurs qui m'affectent, mais quel facteur est-ce que je peux avoir un impact dessus pour me garder justement le moins fragile possible et le plus autonome possible pendant le plus longtemps possible. Et ça, même si il m'arrive quelque chose, un accident. Donc, c'est vraiment ça, pour vraiment comprendre quand on parle de fragilité, ça ne veut pas dire qu'on est fragile, qu'on est nécessairement tout de suite en perte d'autonomie, mais c'est des bons indices de « oups, s'il m'arrive quelque chose, ça se peut que je me retrouve en bas de la courbe, puis là, est-ce que je vais être capable de la remonter? » Donc, si tout de suite, on est capable de travailler sur ces différents facteurs de risque-là, que ça soit justement la nutrition, que ça soit de continuer nos sorties sociales, que ça soit de, si on voit déjà qu'on commence à avoir des troubles d'équilibre ou de force, de consulter rapidement pour pouvoir reprendre ça. On est déjà à l'avant des autres. Ce qui me mène à l'inactivité physique. Est-ce que vous saviez que l'inactivité physique est l'une des principales causes de la perte d'autonomie chez la population vieillissante? En fait, je ne l'ai pas marqué ici, mais c'est la 4e cause de mortalité au Canada. Et ça, bien sûr, de façon indirecte. Mais toutes les conséquences de l'inactivité font en sorte que l'inactivité est la 4e cause de mortalité au Québec. Je vous explique un peu comment ça fonctionne. Donc, on revient bien sûr à notre facteur X. Donc, un événement X va créer une diminution de capacité et ensuite va en découler une perte d'autonomie. Et on rentre dans une boucle d'inactivité. Ça va être plus facile avec un exemple. Donc, j'ai une dame qui vit à la maison, qui s'occupe de son ménage. Elle vit seule. Son mari est décédé. Donc, elle fait son ménage. Elle est très active. Ça va très bien. Elle fait des marches extérieures quotidiennement. Elle a eu un hiver. Ça a mal été. Elle a eu une pneumonie. Elle a été hospitalisée pendant 7 jours. 7 jours alitée au lit, à ne pas bouger. Et en physiothérapie, on dit souvent à nos clients qu'une journée au lit équivaut à 3 journées pour récupérer de réadaptation. Okay? Donc, cette dame-là, elle a été 7 jours au lit. Ce qui a fait en sorte que lorsqu'elle est revenue à domicile, elle avait une perte au niveau de l'endurance. Okay? Elle avait de la misère à marcher de longue distance. Elle était capable de se rendre à sa voiture pour justement aller à ses rendez-vous, mais c'était déjà beaucoup. Elle a été dans sa chambre au rez-de-chaussée parce qu'elle n'était plus capable de monter les escaliers pour aller en haut. Elle était trop fatiguée. Donc, on voit que la pneumonie, qui est le facteur X, a amené des faiblesses. Et ensuite, perte d'autonomie, je ne suis plus capable de monter mes escaliers et j'ai des difficultés à la marche versus avant où j'étais capable de faire le tour de mon quartier. Et là, je vais vous demander une question. Combien de temps ou combien de personnes, je devrais dire, réussissent à retourner à leur autonomie avant la pneumonie? Et là, on parle de personnes, je vais mettre 60 ans et plus, mais on peut même parler d'une tranche d'âge de 55 ans et plus. Donc, combien de personnes réussissent à revenir complètement à leur facteur X? Et réfléchissez, je vais répondre à la question. Donc, lorsqu'il arrive un événement, souvent, on parle de moins de 15% des personnes réussissent à sortir de cette boucle.
Et là, les gens vont être, ben voyons donc, ça n'a pas d'allure. Mais là, je veux qu'on se demande la question, pourquoi? La dame, ce qu'elle va faire, c'est très humain. C'est très humain. C'est pas qu'elle est lâche, c'est pas qu'elle veut pas, c'est pas qu'elle aime pas motiver. Je déteste entendre ça. C'est que la dame, elle va dire, ben, je suis vraiment fatiguée de ma pneumonie. Je vais essayer de m'en remettre, je vais me reposer à la maison. Parce que marcher, monter des escaliers, vous faites ça depuis combien de temps? Moi, je ne me rappelle pas d'avoir appris à marcher. Je ne me rappelle pas non plus d'avoir monté des escaliers. Je fais ça depuis toute ma vie. Pour moi, marcher, monter les escaliers, c'est une activité qui est banale. Mais malheureusement, lorsqu'on atteint l'âge de 55 ans, 60 ans, ces activités-là de la vie quotidienne deviennent cruciales. Elles ne peuvent plus être banales. Puis c'est ça que je dis à mes clients. Oui, c'est niaiseux, voyons, marcher le tour du quartier. J'ai toujours fait ça. Pourquoi je ne serais plus capable de le faire? Parce que notre métabolisme ralentit et que le cercle vicieux d'une activité embarque. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette dame-là, son facteur X, c'est plus sa pneumonie. Le facteur X devient l'inactivité, devient le fait qu'elle reste couchée une autre semaine dans son divan. Donc, au lieu qu'à tous les jours, elle dise, bon, ben j'ai de la misère à monter jusqu'en haut, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la première marche et je vais m'entraîner à la monter, la descendre, faire des step-up. Bon, j'ai de la misère à marcher des longues distances. Ce que je vais faire, c'est qu'à tous les jours, je vais essayer d'en faire un petit peu plus jusqu'à temps que je regagne ce que j'étais capable de faire avant. Mais malheureusement, ce n'est pas ça qui se passe parce qu'on dit, ben voyons, c'est des activités banales, c'est des activités que j'ai faites toute ma vie. Donc, notre facteur X devient l'inactivité. Donc, cette dame-là qui reste encore une autre semaine couchée, on va éprouver une autre diminution de capacité. Peut-être que cette fois-ci, ça va être, bon, ben mon Dieu, j'ai de la misère à me rendre jusqu'à la voiture dans le stationnement, on va essayer de la rapprocher. Puis le moins que je marche, ben, je commence à avoir des petits troubles d'équilibre, il faudrait peut-être que j'aille une canne. Donc, on commence à avoir des pertes d'autonomie à la marche. Et là, on rentre dans le cercle vicieux de l'inactivité. Et là, on connaît toute cette personne ou ces personnes qui nous disent 2 ans plus tard, ah, voyons, j'ai de la misère encore de me remettre de ma pneumonie ou j'ai de la misère encore de me remettre de ma fracture de hanche qui s'est passée 3, 4 ans plus tard. C'est consolidé. Oui, il peut rester des séquelles, mais de là à rester dans une perte d'autonomie et une situation où on est en dépendance, ça, c'est une autre histoire. Donc, c'est quoi votre meilleur outil? En fait, c'est la prévention. Je pense qu'on en parle depuis le début, on en parlait même avant la conférence. Donc, on peut ralentir, voire prévenir la perte d'autonomie et par le fait même l'état de dépendance par l'activité physique et les saines habitudes de vie. Les saines habitudes de vie pour empêcher justement qu'on arrive dans un état de fragilité trop important et l'activité physique bien, pour rester toujours actif. Mais c'est quoi l'activité physique? Est-ce que c'est aller dans un gym 3 fois par semaine, faire des gros programmes d'exercice? Si vous voulez. Mais l'activité physique, c'est aussi simple que de bouger. On peut continuer à jardiner, on peut continuer à monter nos escaliers, on peut continuer à faire le tour de notre quartier. Si on aime faire de la randonnée pédestre, c'est de vraiment continuer à faire nos activités qu'on aime. Ça peut être faire notre ménage, c'est de rester actif dans la maison. Donc, c'est ça, l'activité physique, c'est de ne jamais arrêter nos activités. Et si on a un moment X qu'on est un peu plus faible, bien, c'est de tranquillement essayer de les reprendre et ça de façon progressive. Donc, moi, j'ai souvent un cas en tête, puis c'est souvent des gens qui consultent, c'est des femmes justement qui m'appellent. Bien, je dis des femmes parce qu'on est encore dans cette génération-là, mais ça va venir de plus en plus que ça va être bon, les 2 personnes, soit la femme ou l'homme, mais des femmes qui m'appellent pour dire, bien, mon mari il a pris sa retraite il y a 5-6 ans, puis depuis sa retraite, là, il y a vraiment une baisse. Mais c'est normal, il travaillait, il bougeait à tous les jours, il sortait, il rencontrait des gens, et là, tout à coup, souvent, les gens à leur retraite, ce qui arrive, c'est qu'ils arrivent à la maison, « Ah, bon, mais j'ai travaillé toute ma vie, là, je pense que je peux relaxer un peu. » Donc, c'est des gens
On s'assoit dans le fauteuil, on écoute les nouvelles, on regarde la télévision, on fait 1-2 sorties par semaine versus qu'avant, quand on travaillait, on sortait à tous les jours. Et là, tranquillement, on rentre dans un cercle vicieux d'inactivité. Donc, on est souvent appelé à consulter dans des cas comme ça, ou même des pertes de mémoire pour les gens qui ont pris leur retraite et tout à coup ont arrêté de bouger autant parce que justement, le travail exigeait peut-être un peu plus de mobilité et d'interaction. Donc, on va rentrer dans les bienfaits de l'activité physique. Donc, pour contrer l'inactivité, bien sûr, on parle de l'activité physique, on parle de bouger. Donc, bien sûr, l'activité physique va avoir des bienfaits sur notre système cardiaque et respiratoire. Donc, plus qu'on bouge, plus que ça fait pomper notre cœur, plus que l'oxygène rentre, plus que les poumons travaillent. Donc, ça va vraiment avoir des bienfaits sur tout ce système-là. Ensuite de ça aussi, on va avoir des bienfaits au niveau de nos muscles, nos articulations. Donc, plus qu'on va bouger, plus que ça va entretenir justement la force musculaire, plus que nos articulations vont rester en santé. Le sang va circuler, les nutriments vont se rendre jusqu'à nos os. Donc, ça va les garder plus solides et en forme. Ça va avoir aussi des effets sur le cognitif. Donc, il y a plusieurs recherches qui commencent à sortir. Et ça, c'est très intéressant. Moi, quand j'ai entendu ça dans mon congrès, je pense que c'est vraiment des bonnes avancées. Que la marche a une corrélation directe avec le fait de ne pas développer des démences lorsqu'on commence à vieillir. Donc, je vous explique, ce n'est pas trop compliqué à comprendre, mais lorsqu'on marche, on a dans nos mollets, on a des pompes musculaires. Donc, à chaque fois qu'on fait un pas, ça contracte notre mollet, ce qui contracte la pompe et ce qui renvoie le sang vers le cœur. Donc, plus qu'on marche, plus que cette pompe-là naturelle est activée, donc plus qu'il y a de sang qui remonte vers le cœur, alors plus qu'il y a d'oxygène qui commence à circuler dans notre corps. Donc, s'il y a de l'oxygène qui circule dans notre corps, il circule aussi à notre cerveau de façon plus régulière. Et le cerveau se nourrit d'oxygène. Donc, plus qu'il y a de sang qui circule, plus qu'il y a d'oxygène qui monte au cerveau, donc plus que le cerveau est nourri. Et les démences, c'est justement, souvent il y a des démences que le cerveau manque de nutriments, manque d'oxygène et tranquillement, il commence à mourir, il commence à vieillir. Donc, les nouvelles recherches, vraiment, ils ont trouvé une corrélation entre les gens qui marchent environ 1,6 km par jour. Sur vraiment, il y a une grosse incidence ou des grandes probabilités de diminuer le risque de développer une démence. Et 1,6 km par jour, vous n'êtes pas obligé de faire ça en continu. Ça peut être justement certains déplacements dans votre maison, une petite marche à l'extérieur. Donc, vraiment, tous les déplacements que vous faites dans votre journée. Et on voit qu'un 1,6 km, ce n'est pas si difficile à aller chercher si on bouge. Ensuite de ça, l'activité physique, bien sûr, va avoir des bienfaits sur le maintien des capacités physiques. Donc, plus que vous allez bouger, plus que vous allez faire vos activités quotidiennes, comme le jardinage. Le jardinage, c'est un terrain qui est inégal. Donc, on garde notre agilité, on garde notre équilibre. Aller marcher, on garde notre endurance, monter les escaliers. Donc, on maintient nos capacités physiques avec l'activité physique. Puis, comme je vous ai dit, ce n'est pas obligé d'être un programme dans un gym. Juste de continuer nos activités qu'on fait à tous les jours. C'est ça qui va faire en sorte qu'on va maintenir nos différentes capacités. Ça va aussi aider à maintenir l'autonomie fonctionnelle. Donc, si on marche, on maintient notre marche, on maintient peut-être notre capacité aussi à marcher sans aide technique. On maintient le fait de pouvoir monter des escaliers. Si on les pratique régulièrement, on va être capable de les continuer et participer aux tâches de la vie quotidienne. Et finalement, on poursuit nos activités sociales. Comme je l'ai expliqué tantôt, pour pouvoir aller au restaurant, il faut monter des escaliers, les descendre, il faut avoir un bon équilibre, il faut marcher jusqu'à l'auto, il faut avoir une bonne station debout, etc. Donc ça fait le tour un peu des bienfaits généraux de l'activité physique. Vous me dites, c'est bien beau les bienfaits de l'activité physique, mais combien il faut que j'en fasse? Est-ce qu'il faut que je sois en train de bouger tout le temps? Donc, voici un peu les paramètres établis par le Canada, donc les directives canadiennes en matière d'activité physique pour une population âgée de 65 ans et plus.
Donc, on veut s'assurer de faire au moins 150 minutes d'activité physique par semaine. Okay? Puis, lorsqu'on fait une activité, pour qu'elle soit bénéfique, elle doit être au moins 10 minutes. Okay? Et ça doit être une activité aussi qui va aller chercher un peu un effort un peu plus cardio-respiratoire. Okay? Donc, on veut être capable, lorsqu'on décide d'aller prendre une marche, on veut être capable, oui, de parler, mais au moins d'avoir eu un peu chaud lorsqu'on revient. Et ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est qu'on peut faire notre parcours de marche habituel, puis juste peut-être 2-3 fois dans la marche, décider d'accélérer le pas d'un poteau électrique à un autre. Donc, on essaie de faire une petite marche un peu plus rapide, juste pour faire pomper notre cœur. Donc, on n'est pas obligé d'aller faire une course ou quoi que ce soit. On va juste s'assurer qu'à la fin de notre marche, on a eu des petits intervalles qui ont fait en sorte que, bon, ça a fait pomper notre cœur un petit peu plus, puis que l'intensité a été un peu plus importante. Si on est capable 2 fois par semaine aussi d'intégrer tout ce qui est des exercices de renforcement musculaire. Comme je vous ai dit encore, aller au gym si vous voulez, mais vous pouvez aussi être dans votre maison puis dire, bon, ben moi, je vais monter les escaliers, je vais les redescendre. Bon, je vais le faire une deuxième fois. Juste comme ça. Donc, donc, ça renforce nos jambes, ça pratique aussi notre autonomie fonctionnelle, puis ça fait pomper notre cœur. Donc, c'est toutes des petites choses que vous pouvez faire dans votre quotidien. Faire votre jardinage, puis traîner des poches de terre, ça en fait partie aussi de le renforcement musculaire. Et finalement, on veut intégrer des exercices d'équilibre pour prévenir les chutes. Donc, j'ai souvent ça, puis c'est un test que j'aime beaucoup faire dans ma famille, surtout avec les personnes un peu plus âgées, je veux dire âgées, mais à partir de 55 ans et plus. Donc, je leur demande souvent, « Ah, tu sais, ça va-tu ton équilibre? » « Ben oui, il n'y a pas de problème. »« Ah, OK, est-ce que tu es capable de te mettre sur une jambe? » Et là, on tombe encore dans le « Ben oui, voyons, c'est banal, je devrais être capable de faire ça. » Et on va dire 9 fois sur 10, et je ne vous niaise pas, les gens ne sont pas capables. Ils sont, ben voyons. Puis là, ils cherchent leur équilibre. Et c'est normal parce que ce n'est pas des exercices ou des jeux qu'on s'amuse à faire quotidiennement. Mais si on commence à avoir des troubles à se tenir sur une jambe, ben moi, ça me dit, ben quand je marche, là, il faut que je me tienne un peu sur une jambe d'un pas à l'autre. Alors, ça me dit, il commence à avoir peut-être une petite perte d'équilibre qui peut peut-être entraîner autre chose si la personne elle arrête certaines activités. Donc, on peut intégrer des petits exercices d'équilibre. Ça se fait très bien au comptoir. Des fois, on lave la vaisselle, on essaie de se tenir sur une jambe. Et bien sûr, c'est la technicienne en physiothérapie qui parle. Si vous commencez à faire des petits jeux d'équilibre, commencez à côté d'un comptoir juste au cas où, là, juste pour la sécurité. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut intégrer dans notre quotidien sans problème. 150 minutes par semaine, c'est quoi? C'est 3 séances de 50 minutes. C'est pas beaucoup dans une semaine pour pouvoir justement au moins maintenir nos aptitudes. Donc, c'est quoi les différents types d'activités physiques que vous pouvez faire? Donc, on en a parlé, donc des exercices de renforcement musculaire. On peut faire des exercices d'équilibre, comme je viens de vous parler un peu sur le bord du comptoir, de l'entraînement aérobique pour le cœur, l'entraînement fonctionnel, des exercices dans l'eau et de la physiothérapie. Et on va regarder les différents points ensemble. Donc, lorsqu'on parle de renforcement musculaire, des paramètres qu'on a vus qui fonctionnaient bien auprès d'une clientèle plus âgée, de 60 ans et plus, c'est la puissance. Donc, le but de la puissance, c'est en fait de travailler votre force combinée à votre vitesse. Et c'est vraiment dans ces paramètres-là que les études démontrent qu'on a vu le plus de bonne adaptation musculaire, puis que les gens, justement, ils allaient vraiment chercher le meilleur des bénéfices pour leur âge. Donc, force et vitesse, dans le fond, c'est si on fait un exercice comme se lever d'une chaise, ce que je vais faire, c'est que je vais me placer à ma chaise. Je peux croiser mes bras ou les mettre sur les appuis-bras, tout dépendant de mon niveau. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me lever le plus rapidement possible et redescendre tranquillement. Puis à ça, je peux me rajouter soit des poids ou quoi que ce soit, mais vraiment de travailler en puissance. Il y a beaucoup de preuves qui démontrent que ça va avoir un effet très bénéfique sur le corps, surtout avec le vieillissement. La coordination, l'agilité,
Donc, vous voyez ici, les gens, ils font des échelles. Donc, on n'est pas obligé d'avoir des échelles au sol. Moi, j'utilise souvent le carrelage dans la cuisine. Donc, la céramique, c'est des carrés. Donc, on peut juste travailler justement notre jeu de pied. Donc, c'est des choses très simples à faire. Croiser les pieds à l'intérieur d'un carreau. On peut peut-être regarder la vidéo ici. Donc, eux autres, c'est ça. Donc, ils font différents petits exercices de coordination, d'agilité, juste pour, là, ils font très lentement, mais on peut mettre un peu plus de vitesse. Donc, ça nous garde un peu plus à l'affût. Ça garde justement nos jambes plus à l'affût, surtout si vous faites des randonnées en sentier ou de la randonnée pédestre, des choses comme ça. C'est des petits exercices que vous pouvez ajouter dans votre quotidien. Comme je vous ai dit, on prend les carreaux de céramique dans la maison, dans la cuisine, puis on peut faire le même type d'exercice. Donc, l'entraînement fonctionnel, en physiothérapie, on travaille beaucoup avec ça. Donc, c'est un peu ce que je vous ai dit. Au lieu de faire des programmes d'exercice, on s'adonne à notre activité qu'on aime le mieux. Donc, on aime beaucoup la randonnée pédestre. Donc, on va travailler en randonnée pédestre. Si on a des petits troubles d'équilibre, on met des bâtons de marche. On travaille si c'est quelqu'un qui a de la misère dans des escaliers, on travaille les escaliers avec ou sans rampe. La danse. Aller prendre des cours de danse, savez-vous à quel point ça travaille l'équilibre, l'agilité et à quel point il y a un renforcement au niveau social super important. Donc, c'est une des choses que j'aime bien donner à mes gens. Donc, si vous aimez la danse, c'est vraiment une belle activité à commencer ou à continuer. Et bien sûr, il n'y a pas d'âge pour courir. Okay, on a des marathoniens de 90, 96 ans. Je faisais du triathlon à l'époque, puis je pense qu'il y avait un monsieur de 92 ans que je voyais toujours sur le circuit. Oui, à son rythme, mais il était en santé, il était en forme, il était bien. Puis il continuait la course à pied, puis il a dit, moi j'ai commencé et j'ai jamais arrêté. J'ai diminué ma vitesse, oui, mais j'ai jamais arrêté. Ce qui a fait en sorte que monsieur a une superbe endurance, a de l'agilité dans ses pieds, a une belle force musculaire. Il fait attention, il consulte une nutritionniste pour s'assurer qu'il y ait vraiment les bons nutriments dans son corps pour le garder en forme. Donc, comme je vous ai dit, si on fait une activité, on peut en commencer une. Le but, c'est juste de la continuer, la poursuivre de façon régulière pour pouvoir maintenir nos capacités sur un long terme et prévenir la perte d'autonomie. Finalement, la physiothérapie, on va en parler, c'est un peu mon dada. Donc, il arrive des situations où justement, on a comme une fracture de hanche, ou pour une raison X, on a une perte d'autonomie où on commence à se rendre compte que oui, je commence à avoir des faiblesses ou je commence à avoir des troubles d'équilibre et j'ai besoin d'un professionnel de la santé de façon temporaire pour pouvoir me ramener au niveau que j'étais. Donc, d'avoir des professionnels de la santé, je vais parler de la physiothérapie parce que je vais prêcher pour ma paroisse, mais avoir des professionnels de la physiothérapie qui peuvent nous aider vraiment à aller rechercher les capacités qu'on a besoin. On parlait d'entraînement en eau. Donc, si c'est quelqu'un qui a des gros troubles d'équilibre ou qui a des grosses douleurs, on va travailler en eau avec eux, en apesanteur, pour ensuite transférer ces apprentissages-là à l'extérieur de l'eau. Si c'est des personnes âgées qui ont des douleurs ou qui ont de l'arthrose, souvent, les gens vont dire « j'ai de l'arthrose, je vais arrêter de bouger ». Au contraire, l'arthrose, c'est le vieillissement des os. Donc, moins qu'on bouge, moins que l'articulation est lubrifiée et plus que ça va faire mal. Donc, de bouger de façon encadrée, supervisée, va refaire toute la musculature autour des os, autour des articulations. Il va même protéger les os. Ça va créer comme un petit matelas. Donc, la physiothérapie, pour nous ramener à un certain degré d'autonomie, c'est toujours, on l'utilise beaucoup, parfois de façon temporaire, parfois à plus long terme, lorsqu'on a vraiment besoin d'un encadrement pour maintenir nos capacités. Donc, on va passer à la période de questions, mais j'aimerais vraiment beaucoup vous remercier. J'espère que vous avez bien compris les facteurs de risque qui nous entourent et à quel point que, justement, à partir de 55 ans, 60 ans, c'est important de commencer à regarder les différents facteurs de risque autour de nous, puis adresser ceux qu'on peut adresser, puis de commencer tout de suite, puis juste de maintenir. Donc, on n'est pas obligé d'en faire beaucoup, juste d'en faire un petit peu, mais de le maintenir à long terme et faire des activités qu'on aime. Ensuite de ça, on prévient justement d'avoir
d'un niveau de fragilité trop élevé. Puis, justement, s'il nous arrive un accident, parce qu'il peut toujours nous arriver quelque chose, bien, on est rassuré par le fait qu'on a les outils puis qu'on a la force et la capacité de pouvoir surmonter et revenir à l'autonomie qu'on avait. Merci. Fantastique. Merci beaucoup, Sarah.